quand j'entendais les gens dire ouais, c'est un lutteur, ah, en vrai, au fond, ça m'a piqué un peu, c'est vrai. J'avais vraiment envie de montrer que je suis pas juste quelqu'un qui fait de la décision. Le côté où les gens manquaient énormément de respect et que ça touchait ma vie quotidienne, quoi. Je passe, dès qu'on me reconnaît directement, ils se moquent ou ça peut vraiment déraper, surtout quand je suis en compagnie de personnes. Le public, au fur et à mesure, il faut que ça se rapproche plus de comment ça se passe à l'étranger et que ce soit pas des paroles et du trash talk et tout, et ça croit qu'un tel est fort alors que ça prend pas grand monde. C'est bien de l'avoir eu tôt, comme ça par la suite, ce sera un 1 que je vais garder, ok, mais ce sera le seul 1. Jordan, on va pas te présenter à nouveau, on commence à te connaître et tu es déjà passé sur la chaîne d'ailleurs l'année dernière. Donc on va revenir un petit peu sur certains moments de ta carrière, certains combats, des choix de carrière aussi. Ouais. J'aimerais d'abord commencer sur ton parcours en amateur. Tu as commencé jeune en amateur dans les compétitions, notamment aux IMAF. Tu avais quel âge à ce moment-là? C'était en 2019, je crois que j'avais 18 ans encore. Voilà, donc c'était une première grande expérience en MMA, en international. Donc ça s'était très bien passé. Bon, malheureusement, voilà, une défaite à la fin. Donc c'est pour ça que j'ai eu la médaille de bronze. Mais voilà, c'était une bonne expérience. C'était cool. Ouais. Justement, ces IMAF-là, championnat du monde, ils arrivent au début de ta carrière amateur, je crois. En tout cas, dans les combats répertoriés, c'est au tout début. C'est au tout début. En plus, il n'y a pas tout dans ceux qui sont répertoriés, mais oui, c'était mes premiers combats en vrai MMA. J'avais fait beaucoup de compétitions de pancrace en France. J'avais eu plusieurs fois l'or en 77, 77 kilos. Et donc voilà, ça s'était bien passé et tout. Mais la première fois que j'ai combattu en MMA, c'était directement championnat du monde. Bien sûr, il y a eu les sélections avant, c'est le CFMMA qui avait organisé. Donc il fallait que j'affronte tous ceux qui voulaient se sélectionner dans l'équipe de France. Et le lendemain, ici au Factory en plus, il y avait ceux qui étaient déjà dans l'équipe de France, il fallait faire sa place. Donc on faisait des matchs en fait. MMA, mais cette fois-ci, il me semble, on avait les casques, il me semble, histoire qu'on ne se blesse pas trop. Donc voilà, j'ai pu faire ma place. Et après l'IMAF, du coup, il y a eu les autres combats à l'international, Pays-Bas, Ukraine, Angleterre, un peu tout, voilà. Tu parles de sélection pour aller aux IMAF. Ça me rappelle ce qui se passe actuellement pour les Jeux Olympiques de boxe, où on a deux boxeurs qui sont dans la même catégorie. Ouais. Et pour savoir qui y va, ils se battent à l'entraînement. En gros, ils font un combat à l'entraînement et on voit qui est le meilleur. C'était comme ça? C'était un peu comme ça. Du coup, la Fédé avait organisé, enfin le CFMMA avait bien organisé ça. Et donc c'était sur toute une journée le samedi, je crois, et ensuite toute une journée le lendemain, le dimanche, pour ceux qui étaient sélectionnés la veille. Et c'est quasiment ça. Et j'aime bien, en vrai, j'aime bien comment ça se passe. Et maintenant, c'est encore mieux. Du coup, c'est un vrai tournoi organisé en cage et tout. Donc c'est bien, ça a bien évolué et tout. Quel souvenir t'as, toi, à ce moment-là, t'as quoi, 18, 19 ans? Ouais, 18 ans, ouais. Et c'était de bons souvenirs. C'est ce que je voulais, hein. Je me rapprochais au fur et à mesure de mon objectif. Donc j'avais fait des compétitions en pancrace, des interclubs même avant ça, j'avais fait du kickboxing, un peu de tout. Et ça restait encore loin de mon objectif qui est d'être le meilleur combattant du monde. Et quand on fait déjà les championnats du monde amateurs, et qu'on sait que ceux qui sont médaillés d'or aux IMAF, souvent, ont un bien meilleur niveau que 80% des professionnels dans le monde, c'est vraiment qu'on se rapproche. C'est vraiment qu'on se rapproche. On voit Mokaev et tous les autres champions, quand ils sont plusieurs fois médaillés d'or aux IMAF, ce que ça donne en professionnel, ils prennent peut-être quasiment un an, je crois. Il a pris 1 an ou 2 ans max pour arriver, 1 an pour être à l'UFC, et ça se passe super bien pour lui. Et voilà. C'est
C'est une étape dans ton palmarès dont on parle très peu, parce que le MMA n'était même pas encore légalisé, c'était en 2019, tes IMAF. Et aujourd'hui, pourtant, on voit l'ampleur que ça a pris, à quel point on parle des IMAF. Il faut se rendre compte aussi que ta performance, à l'époque, qui plus est, quand le MMA n'était pas légalisé, c'était quelque chose de grand à ton âge. Oui, c'est ça, on n'en parlait pas parce que c'était pas encore autant médiatisé, mais c'est vrai que maintenant on voit la différence. Par exemple, Soui ou beaucoup d'autres titrés maintenant, médaillés de bronze ou or, ou tous ceux qui sont médaillés francophones, même ceux qui sont de Belgique, mais on en parle beaucoup dans les médias. Et c'est très bien parce qu'il faut reconnaître ça. L'IMAF, c'est vraiment comme des jeux olympiques pour le MMA en fait. Et c'est une très grosse performance, c'est vrai. En dehors des IMAF, il me semble que tu as eu quelques autres combats amateurs qui ont été répertoriés. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté, ta carrière amateur, qui n'a pas été si longue que ça, mais qui pour toi était essentielle quand même? Donc c'est de 2018 à 2021 du coup, parce que je passais en 2021 professionnel. Et donc il y a eu un maximum de combats que je pouvais faire entre 77 et 84 kilos. J'ai essayé de faire le maximum de combats et d'être toujours avec un rythme d'entraînement et une intensité comme en professionnel, de manière à vraiment me préparer au mieux pour quand je passe en pro que j'explose tout, quoi. Et donc ça m'a apporté beaucoup plus d'assurance, ça m'a apporté de l'expérience, de l'expertise et vraiment de l'expérience dans la cage mais aussi en dehors, savoir comment ça se passe à l'international et tout. Donc vraiment super. Et même sur comment faire le poids, les différents aléas qu'il peut y avoir. Vraiment, ça m'a vraiment bien préparé à tout style de combattant. Et j'en suis vraiment fier. J'ai eu 26-6 en amateur en comptant MMA et Pancras. Et je comprends totalement pourquoi quand j'ai fait mon deuxième combat pro, j'étais aussi détendu face à Karim Gadji par exemple, où j'ai fait une superbe performance et tout. Donc voilà. En fouillant un petit peu ta fiche d'apologie, j'ai vu que ton dernier combat, il me semble amateur, c'était contre un Belge, Alvid Assouyev. Ouais. Est-ce que tu te souviens de ce combat? Oui, je me souviens bien de ce combat-là. Et ça m'avait laissé un peu sur ma faim, dans le sens où c'était en amateur et on voit très bien que ça avait été compté comme un TKO. Et malheureusement, voilà, c'est comme ça, c'est en amateur, ça s'arrête vite. Moi, je sais juste que j'hésitais à est-ce que je teste une clé de jambe par en dessous ou je me relève dos à la cage. Mais voilà, donc juste ce petit truc-là, il frappe sur la garde et vite fait, l'arbitre arrête. C'était vraiment le truc en amateur qui m'a vraiment donné le plus la rage et qui m'a réveillé dans le sens où faut pas attendre que l'arbitre ait besoin de prendre une décision. Faut parfois, peu importe, il faut juste agir vite en fait. Parce que bien sûr en pro c'est pas du tout la même chose. Mais même on ne sait jamais, ça peut arriver en pro aussi. Qu'il n'y ait rien et l'arbitre arrête comme ça. Bon, du coup ça m'a donné la rage. Et puis à l'entraînement, maintenant je suis vraiment intransigeant, même quand je donne les cours et tout, sur vraiment la prise de décision rapide. Déjà, il y a une grosse évolution dessus de mon côté. Et quand je le vois même sur d'autres ou moi aussi, je suis hyper exigeant dessus. Comme ça, on fait les bons choix toujours et l'athlète et l'arbitre surtout n'ont pas le temps de réfléchir. Moi, je suis déjà sur ma lancée. Je parlais de ce combat face à Alvi parce que c'est un gars que j'ai découvert aux derniers IMAF en Albanie et qui est assez impressionnant et qui dégage énormément de confiance en soi. Est-ce que tu le suis encore un peu, tu regardes un petit peu ce qu'il fait ou pas du tout? Je regarde tellement tout ce qui se fait partout, comme je peux, vraiment, je suis un addict du MMA, donc je regarde tout, je scrute tout, j'essaie de tout apprendre et tout surveiller, les nouvelles choses qui peuvent sortir ou quoi. Et j'ai vu des performances de lui, même quand j'avais accompagné des amateurs, je crois que c'était en Belgique. Et il avait fait un KO contre un gars qui sortait du taekwondo, je crois. Propre quoi, tu vois. C'est vrai qu'il a une très bonne gestion de distance, il est précis avec ses points, il se déplace bien, il profite bien de son allonge. Voilà, je pense que c'est quelqu'un à bien surveiller parce qu'il peut faire de bons combats. Ouais. Comme tu l'as dit, tu suis encore un petit peu tout, tu suis tous les combattants. Un petit mot du coup sur cette équipe de France qui a fait des beaux résultats au championnat du monde, aux Europes aussi également. Tu regardes un petit peu, j'imagine.
Donc oui, j'ai vu qu'il y a plusieurs qui ont fait de bons résultats. Et donc Soui, que je connais bien, il a eu sa médaille. Il a fait plusieurs fois les IMAF et là, c'est bien, il a réussi avec la persévérance et le travail à avoir son titre, le champion du monde. Et il y a les autres, je ne connais pas trop les noms. Là, je crois que c'est l'année où il y a le plus de médaillés français, je crois, il me semble. Parce que c'est les meilleures performances qui ont été réalisées. Ouais. Ouais, parce que je sais que moi, quand j'avais eu le titre, pas le titre, mais la médaille de bronze, et qu'il y avait Ryan aussi du Factory, on était les seuls à ramener une médaille cette année-là. Et c'était bien d'avoir 2 Français médaillés juste. Il me semble que c'était la deuxième fois que c'était arrivé seulement, ou bien la première fois, il me semble, qu'il y ait juste deux médailles dans l'équipe de France à cette époque-là. Et j'avais surveillé, ça n'avait pas encore été fait qu'on rapporte autant de médailles, il me semble. Donc, ouais, franchement, content de voir comment le MMA ça évolue et que la France se représente aussi haut niveau, sachant que ça fait si peu de temps que c'est légalisé, mais qu'on devance d'autres pays qui ont le MMA chez eux depuis longtemps en compétition. Donc voilà, c'est un avenir radieux qui se présente. Ouais. Je vais bien contrôler là. Là, ouais. Là, ici. Là, ouais. Pousse. Ah. Là. Ici. Là. Un. Et. Là. Voilà. Du coup, tu arrives en professionnel. Et il me semble que ton premier combat, tu prends un Russe qui est à 3-0 déjà. Donc c'est une bonne entrée en la matière, on va dire. Tu te rappelles de ce combat? Comment ça s'est passé? C'était un bon combat contre un gars solide, grand de taille, comme beaucoup de gars que j'ai affrontés. Parce que moi, je suis pas trop fan de cutter pour la taille ou quoi. Je cut normalement, quoi. Mais je fais pas en sorte. J'aurais pu aller en 70, mais je veux pas. Et c'était 84, ça a été compté en 84 kilos ce combat-là. Le gars, il était bien, bon lutteur, de bonne défense et tout. Il me menaçait bien. Et voilà, j'ai bien bougé, j'ai été plus technique. Moi, j'avais un meilleur cardio, une meilleure mobilité, une meilleure diversité dans mes frappes. Et mon striking, j'avais un meilleur striking. Et quand ça arrivait au sol, je menaçais beaucoup plus avec les soumissions. Et du coup, j'ai gagné par soumission ce combat-là. Et c'était un bon test parce que le gars était solide et je me disais qu'entre pro et amateur, il y a les gants qui changent. Et que quand on touche avec ces gants-là, ça va faire beaucoup plus de dégâts. Mais bien sûr, ça dissuade beaucoup plus. Mais ça ne veut pas dire que le combat va se finir beaucoup plus vite. Donc là, j'ai pu avoir une bonne expérience sur comment gérer et tout. C'était cool. Justement, comment tu as appréhendé, toi, ce changement de gants? Est-ce que tu étais plutôt dans l'optique de je vais pouvoir faire plus mal ou mettre des KO, ou faut que je fasse gaffe aussi Donc je suis très vigilant, donc je fais attention aux deux, mais j'étais beaucoup plus dans l'optique de pour une fois maintenant c'est bon, là j'aurai plus des éponges au bout des mains, là c'est bon, je vais pouvoir impacter plus. Donc j'étais très content, j'avais vraiment hâte d'avoir ça parce que on dirait une demi-boule quoi, les gants amateurs. Et c'était vraiment chiant de comme des gants de karaté un petit peu limite. Ouais, c'est ça. J'ai toujours eu un bon volume, un côté vraiment où j'aime vraiment y aller et frapper dès que je peux frapper. Et il n'y avait pas les résultats de ce que je pouvais causer comme dégâts et j'avais hâte de pouvoir montrer ce que je peux faire avec mes poings, quoi. T'as toujours eu cette envie de, entre guillemets, frapper, faire du dégât ou infliger peut-être un KO? Bah oui, je pense que tous ceux qui pratiquent les sports de combat aiment ce côté létal. On a envie d'être un combattant vraiment avec des armes létales et qui peuvent vraiment finir à tout moment ou infliger vraiment du dégât, quoi. Enfin, si tous mes kicks pouvaient casser des os ou mettre des KO, peu importe là où ça touche, tant mieux. Il y a un gars que je suis qui se fait de la boxe thaï. Il avait gagné c'est KO ou TKO, mais en tout cas, il avait cassé le tibia du gars. C'est lui qui a envoyé le low kick
et il a cassé le tibia du gars qui avait juste voulu bloquer. Bah, si tout mec pouvait faire ça, à chaque fois, ce serait parfait, quoi. Du coup, les kicks dont tu parles, ils ont payé sur ton 4e combat professionnel face à Michael Marisardi. Ouais. Tu avais affronté Nascimento juste avant, tout s'était bien passé. Est-ce qu'il y avait une volonté de ta part, face à Marisardi, de montrer autre chose, de terminer le combat, d'être plus violent ou faire plus de dégâts? Donc j'avais vraiment envie, ouais. Là, c'était un combat où même certains me disaient « Ah ouais, lui, il est solide, il va vouloir te faire mal, machin ». Du coup, moi, j'étais toujours confiant et je préparais bien mes kicks. Vraiment, je restais... je suis un gros bosseur, mais là, pour le coup, les kicks, je les avais bien bossés. Et je voulais vraiment placer ça. Je voulais vraiment placer ça. Finir comme je pouvais finir, bien sûr, pas que en high kick. Mais ouais, j'avais besoin de prouver que je pouvais finir le combat en striking. On avait vu beaucoup ma lutte avant. Et j'ai toujours été bon pour placer des kicks. Je viens du karaté et ça a toujours été un point fort, mes kicks. Mais je n'avais pas encore montré ça, j'avais vraiment envie pour ce combat-là de montrer que je peux finir avec le kick. Ouais. J'ai l'impression que tu avais beaucoup envie de montrer parce que je me souviens de quand tu infliges le KO, on t'a pas reconnu. Tu as commencé à sauter sur la cage, à crier dans tous les sens. Qu'est-ce qui est sorti à ce moment-là? C'est la fierté. La fierté, y a l'adrénaline du fait de provoquer un KO. Et il y a la fierté, le fait que voilà, j'ai fait le travail à payer, quoi. Je restais jusqu'à ce que on me vire de la salle. Je me rappelle, c'était encore au Venom Training Camp et je bossais d'arrache-pied, quoi. Et j'avais vraiment envie de montrer que je suis pas juste quelqu'un qui fait de la décision. Moi, j'ai envie de montrer que je suis complet parce que j'ai toujours été complet. J'ai toujours fait du karaté, du judo, du kickboxing et de la lutte, toujours un truc à côté. J'ai jamais fait que du grappling, bien que du striking. Et là, quand j'entendais les gens dire ouais, c'est un lutteur, en vrai, au fond, ça m'a piqué un peu, c'est vrai. Et j'avais envie de montrer que je suis dangereux aussi sur le striking et que je suis un combattant complet. Et que c'est pas que ceux qui aiment la lutte et tout qui vont avoir besoin de me regarder. Ceux qui aiment les KO et le striking aussi peuvent me regarder. Voilà. C'est un sport où c'est important, tu penses, ce que disent les gens, où ça peut t'impacter énormément? C'est un sport où pour avancer, il faut quand même être vendeur. Et vu que moi, c'est sur les performances que je joue beaucoup, pas sur du trash talk ou des choses en dehors de mes performances. Donc oui, mes performances, ça m'impacte énormément si je vois... Et d'ailleurs, si j'étais du style comme Khabib par exemple, faudrait pas que ça m'affecte. Mais j'ai toujours eu ce point fort, c'est un point fort. Donc mon point fort, si c'est réellement mon point fort, normalement, c'est unanime, tu vois. Faut pas que... Bien sûr, après, il y aura toujours des gens qui vont parler ça, je m'en fiche. Moi, je parle vraiment de ce que, bien sûr, objectivement, on peut voir. Et dans mes performances d'avant, objectivement, on voyait que je me débrouillais partout, mais que ça avait l'air d'être plus sur la lutte et le grappling que j'étais dangereux. Et j'avais besoin juste, même pour moi aussi, de montrer que je garde ce point fort-là. Voilà. C'était une sorte de concrétisation, ce combat. C'est ça. Tu as montré voilà, ce que tu pouvais faire. Et toi, j'imagine, pour toi, ça a été un soulagement peut-être quelque part? Oui, voilà, un soulagement. Et en plus, j'avais vu qu'il avait affronté beaucoup de gars, même Baki, et qu'il n'avait pas été mis KO et qu'il continuait non-stop à avancer et à être dangereux. Donc, surtout face à lui, solide comme il est, c'était une grande fierté de pouvoir finir le combat parce que on cherche toujours à finir le combat. Dans le camp, on voulait finir le combat. Mais on gardait toujours en tête ce côté où c'est presque comme un Diaz, quoi. C'est comme si on affronte un des frères Diaz et qu'on réussit à le mettre KO. On sait que c'est pas juste quelqu'un simple, c'est quelqu'un qui encaisse de ouf et malgré ça, on a réussi à mettre KO. Donc c'est une bonne épreuve, un bon test pour savoir si je peux être précis et bien préparer mes frappes et tout. Voilà.
Est-ce que ce combat face à Maryse Hardy, ou cette performance, pour être plus précis, n'a pas été un piège quelque part parce que ça t'a propulsé d'un coup, que ce soit au niveau sportif ou au niveau médiatique, on va dire, les gens t'ont connu, qui t'a fait après atterrir sur un combat qu'on aurait pu qualifier de bourbier, entre guillemets, on t'a envoyé face à Cédric. Est-ce que ça n'a pas été aussi un piège, cette victoire face à Maryse Hardy? Non, moi je pense pas que ce soit un piège du tout. Moi, j'aurais pas envie de changer quoi que ce soit en vrai. C'est juste, bien sûr, comme j'ai dit, j'ai fait une erreur pour le combat, donc voilà. Mais ça m'a fait prendre en expérience sur comment ça se passe les backstage dans d'autres organisations, les aléas qu'il peut y avoir et tout, et même l'impact des personnes et tout. Donc voilà, c'est bien de l'avoir eu tôt. Comme ça, par la suite, bah, que ce sera un 1 que je vais garder, ok, mais ce sera le seul 1. Il n'y aura pas d'autres défaites, en tout cas de ce que j'ai envie. C'est ça, c'est que ça m'a fait prendre en expérience sur c'est quoi. Et derrière, ben, voilà, je ne répète pas les erreurs. Et par la suite, je gagne, voilà, tout simplement. Tout à l'heure, on parlait de l'impact que peut avoir le public, les gens sur toi, sur tes performances dans la cage. Quand tu arrives dans un Zénith de Paris blindé, que tu rentres dans la cage et que tu as 90% de la salle qui est contre toi ou qui participe au trash talk de ton adversaire, qu'est-ce que ça te fait, toi? Ça te touche? Là, bon, c'est quelque chose. Après, moi, je me disais bien que si je gagnais, bah, ils allaient tous être soit choqués, mais c'est bien pour moi, soit m'applaudir et tout. Donc en vrai, peu importe. Non, c'est pas trop ça, c'est beaucoup. Enfin, c'est un ensemble de choses et puis ce qu'il y a eu dans la Fight Week et aussi, voilà, enfin, avec l'orgueil et puis plein de choses. Enfin. Donc c'est l'ensemble de tout ce qu'il y a eu qui a fait qu'à ce moment-là, j'étais un peu trop dans le ah, je vais en découdre, allez, c'est le moment, je vais exploser tout, tu vois. Alors que ben, tout simplement, si j'avais plus été tranquille et puis plus posé, moins ce côté, un peu cette frustration et colère qu'il y avait un peu, que j'avais moins envie de la lâcher, mais que j'étais plus dans le, je fais comme à l'entraînement, simple. Comme tous mes autres combats d'avant, quoi. Bah voilà, mais voilà, ça s'est passé comme ça s'est passé. Et maintenant, je sais ce qui risque. Parce que souvent, on a toujours dans la tête, quand on fait des combats où on gère, ouais, mais si j'avais un peu plus envie de faire mal, ouais, mais si j'avais un peu plus envie de... Et là, ça m'avait encouragé à. Et voilà, maintenant, je sais comment ça se passe. Même si c'est demain, je suis en main event à l'UFC, par exemple, je vais pouvoir savoir que ok, je commence comme je dois commencer, tout simplement. Je ne vais pas me lancer et ensuite me dire « Ah, qu'est-ce que je devais faire encore ?» Donc voilà, tout simplement. Tu penses que c'est, on va dire, c'était pas l'euphorie, mais tout ce qu'il y a eu autour de cette Fight Week, de ce combat, qui a fait que tu es arrivé dans la cage, peut-être surexcité, on va dire, comme tu as dit, à vouloir en découdre. Ouais, et ça explique aussi peut-être ce high kick que tu envoies. C'est ça, et qui n'était pas censé être lancé, quoi. Donc voilà, c'est une erreur sur un côté où je me suis laissé en quelque sorte emporter, quoi. Donc voilà, il faut juste que ça se refasse pas. Après, ça, c'est pas un problème, hein. Moi, je suis quelqu'un de très réfléchi et calme dans la vie de tous les jours, peu importe les situations. Là, c'est juste, voilà, je suis parti et un peu trop à l'écoute de cette petite voix-là qui a envie de... Tu vois, voilà, juste. Au-delà de tout l'impact que ça a pu avoir sur toi, même sur ta vie personnelle, etc., comment tu as géré cette défaite d'un point de vue personnel, toi, et d'un point de vue sportif ensuite? Je l'ai bien géré de mon côté sans prendre en compte ce qu'il y a à l'extérieur. Après, c'était beaucoup le côté où les gens manquaient énormément de respect et que ça touchait ma vie quotidienne, quoi. Donc les réseaux, c'est un truc, mais c'était plus quand les personnes étaient dans la rue. Je passe, dès qu'on me reconnaît directement, ils se moquent ou ils crient des choses désagréables. Mais ça, faut le dire. Enfin, tu l'as déjà dit, je sais. Ouais. Mais vous avez de la chance qu'il soit gentil, Jordan. Parce que venir dire à quelqu'un t'es mort ou je sais pas quoi dans la rue, ça peut très mal être pris. Ouais, c'est ça. Ça peut vraiment déraper, surtout quand je suis en compagnie de personnes.
et que ben, c'est censé être un moment tranquille, quoi. Je passe mon temps, donc comme je disais, je suis beaucoup salle, maison. Donc c'est vraiment l'entraînement quasiment toute la journée. J'arrive à 11 h, je pars à peut-être 23 h. Et je fais 3 entraînements dans la même journée, je suis crevé, je passe mon temps à être carré, je mange devant mon écran avec des combats, des analyses, des je sais pas quoi, je repars. Après ça, quand j'ai envie d'être bien détendu, tranquille, finalement, il y a quelque chose d'emmerdant. Enfin, Ça a duré combien de temps ça? Ça s'est estompé au fur et à mesure jusqu'à mon combat de retour où j'ai gagné par décision unanime. Et malgré ça, il y a encore un peu, mais c'est beaucoup moins. Beaucoup moins. Donc voilà, avec le temps, avec les belles performances, ça va partir. Mais en tout cas, c'est sûr que ça m'a forgé et ça m'a fait grandir, quoi. Voilà. Tu penses que globalement, ceux qui te charriaient, te vannaient sur les réseaux, c'était un public, on va dire, pas averti au MMA ou qui venait juste pour l'occasion, quoi? Ouais, c'est sûr que là, c'est la grande majorité de ceux qui regardent ou qui connaissent le MMA, c'est pas des personnes qui savent ce que c'est. On le voit bien, le peu de personnes qui... Parce que voilà, c'est pas toute la France qui passe à la salle, quoi. Et le peu de personnes qui arrivent, enfin, c'est déjà énorme. Il y a plus de place en début d'année. Rapidement, il y a plus que la moitié qui ne viennent plus trop d'entraînement parce que c'est autre chose. Il y a ce qu'on voit et qu'on croit connaître. Et ensuite, il y a la réalité qui est que un amateur qui s'entraîne juste depuis 2 semaines, avec un jab, il te dégoûte de la séance, quoi. Et on sait très bien que le MMA, c'est pas de la boxe anglaise et qu'il y a énormément de choses qu'on peut faire. Donc c'est carrément autre chose. Là, le public, au fur et à mesure, il faut que ça se rapproche plus de comment ça se passe à l'étranger. Ceux qui suivent le MMA, il y a peu de personnes qui ont ce manque de respect et puis surtout cette vision très sûre de ce qu'ils croient connaître. Et c'est en général les personnes qui découvrent le sport ou la discipline dans les autres pays, ils regardent vraiment la réalité du sport, la discipline qu'il faut, la rigueur, comment une frappe ça fonctionne, comment on peut la placer, voilà. Petit à petit, ce serait bien que la France ça se rapproche plus de ça et que ce soit pas des paroles et du trash talk et tout et ça croit qu'un tel est fort alors que ça prend pas grand monde. Enfin, c'est dommage, quoi. Voilà. Alors forcément, nous, d'un point de vue extérieur, on voit beaucoup d'aspects négatifs sur ce que t'as apporté ce combat. Qu'est-ce que tu as pu en tirer de positif? Donc ce qu'il y a de positif, moi c'est comme tous les combats, hein, tout simplement de l'expérience et puis moi j'ai toujours eu ce goût pour le détail et là ça m'a encore plus poussé encore à avoir le goût du détail, de l'état d'esprit avec lequel je vais être dans le combat, savoir ok, de toutes les expériences que j'ai eues avant, je savais qu'il fallait que je sois comme ci, comme ça, etc. Là il y a sur ça, il faut que je serre encore plus. Et puis après, let's go, là, je combats et ça se passe bien, quoi. Voilà. Tu l'as dit, tu es revenu 6 mois après environ à l'Ares. C'était pour la première édition de l'Ares Studio. Pour expliquer rapidement, c'est comme l'UFC Apex, il n'y a quasi pas de public. Est-ce que c'était une volonté de ta part ou de ta team de revenir sur une édition sans public? Non, c'était pas une volonté particulière pour revenir sans public ou quoi. Il n'y avait pas de pression particulière. Enfin, bien sûr, juste... J'ai été très sur la sécurité. Comme je disais en conférence de presse après le combat, j'étais très malade. J'avais une grosse bronchite et tout. J'étais vraiment encombré de ouf. Donc, fallait que je gère bien déjà par rapport au fait que y a les attentes, quoi. Le retour devait être fracassant. Et là, je devais devoir être sérieux parce que le gars, il était solide. Il avait 2 mètres et quelques d'allonge. Il venait de la KT du dessus, 84 kilos. Énormément d'expérience, il aime la guerre. Chaque fois que ça se passe en mode c'est la guerre, c'est lui qui gagne. Il aime bien, on dirait, prendre les coups et surtout en donner. Donc un peu à l'image de Maris Hardy, agressif avec encore plus d'allonge et peut-être plus complet parce qu'il fait des compètes de jiu-jitsu et il est bon niveau, tu vois. Donc voilà, le gars que j'ai pris grâce à, respectable, quoi. Donc voilà, fallait que je fasse attention.
en étant malade et en plus avec un peu ce côté où oui bien sûr c'est le combat de retour donc il faut faire bien les choses quoi. Voilà. Au final, les choses ont été bien faites. Ouais. Tu as géré le combat, ça s'est très bien passé. Ce combat, il a forcément été beaucoup relayé sur les réseaux. Et du coup, ça a rebasculé vers plutôt du positif où les gens t'ont vu gagner, t'ont vu revenir. En tout cas, moi, de ce que j'ai vu, c'est beaucoup de commentaires positifs qui étaient contents de ton retour, de ta victoire. Est-ce que tu l'as senti toi aussi, ça? Oui, je l'ai senti et ça m'a vraiment fait plaisir. Même si, bien sûr, avec ce qui s'est passé avant, c'est vrai ce qu'on m'a dit et que mon entourage m'a dit. Et c'est une bonne chose à prendre pour tous ceux qui font de la compétition. Les avis positifs comme négatifs, il faut savoir les prendre avec du recul. Et je le faisais déjà avant, parce que voilà, je suis quand même quelqu'un d'assez mature, assez intelligent, quand même réfléchi. Mais quand ça se passe, là on le comprend encore mieux. C'est toujours ça. Il y a ce qu'on sait dans la théorie et la pratique, c'est encore autre chose. Et vraiment, faut faire attention à ça. Donc le positif, bien sûr, ça encourage à encore plus travailler et tout. Mais il y a encore quand même une distance à prendre. De la même manière qu'on prend les choses négatives avec beaucoup de distance très facilement, mais le positif aussi. Donc voilà, là ça s'est bien passé, j'ai gagné et tout, mais je fais comme s'il n'y a rien de fait, quoi. Il n'y a rien de fait et je continue à travailler comme si j'avais perdu, quoi. Et je pense que c'est une des meilleures façons de préparer mes prochains combats. Voilà. Il s'est passé tellement de choses pour toi en un an. Ouais. Maryse Sardy, il y a pile un an. Doumbé, ton combat de retour en mars. Qu'est-ce qui a changé chez Jordan Zebo en un an? Ouais, je pense que je suis plus dangereux dans le sens où pour un combattant, l'objectif c'est être précis, c'est être technique dans tout. Précis dans les phases de grappling comme les phases de striking, debout comme au sol, dans mon physique qui a toujours été aussi un bon point fort. Donc voilà, et là j'ai cette maturité en plus encore. Donc voilà, je suis toujours plus prêt à faire une meilleure performance. Voilà. Prochaine performance pour toi, ce sera dans 15 jours à peu près. C'est ça. Aujourd'hui, on est à 15 jours de ton prochain combat. 14 juin, Ares 22, qui s'annonce comme l'une des plus belles éditions depuis la création d'Ares, Ouais. à l'Adidas Arena pour la première fois, il me semble, à C'est l'Adidas ça, c'est la Arena. première fois. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut attendre de toi sur ce combat? Une belle performance et comme je dis souvent, le style de combat où si on a envie de présenter du MMA à quelqu'un, ça peut être un des combats références. En plus, un combat franco-français, donc où on peut vraiment se faire plaisir. Voilà. Tu l'as dit, combat franco-français. Qu'est-ce que tu sais de ton adversaire? C'est un bon striker, il bouge bien, il joue beaucoup sur la mobilité, il fait des effets de surprise et tout. Il est pas mal au sol, il se débrouille. Donc voilà, il est bon partout et surtout bon striker, donc ça va, je pense, être un combat très divertissant. Voilà. Et il a l'air solide aussi, il a l'air quand même d'avoir du cœur. Et ça, c'est vraiment un point fort pour tous les combattants, à quel point ils ont la niaque et du cœur. Voilà. Tu trouves que c'est un match-up intéressant pour toi comme pour lui? Pour moi comme pour lui, je pense que c'est un match-up intéressant. Donc tous les deux, on a, je pense, peut-être comme beaucoup de combattants, le même objectif. Et en tout cas pour ce combat-là, c'est sûr que nous deux, on veut gagner. Et ensuite, la suite, on verra. Mais ouais, je pense que c'est pour nous deux un combat intéressant. Lui, il prend quelqu'un de solide, donc moi. Et moi, pareil, je prends quelqu'un qui a une bonne expérience, solide. Lui, il a un profil peut-être un peu plus boxe taille, donc ça me fait encore affronter quelqu'un avec un style particulier. Lui, une boxe taille très mobile, contrairement à d'autres. Et ouais, ça me fait prendre en expérience. Et si j'arrive à le finaliser, et normalement, j'espère que tout ce que j'ai prévu se fera. Et c'est ce que je veux. Donc voilà, ça va bien me propulser. Qu'est-ce qui représente ce combat pour toi? C'est un combat de plus qui m'amènera à mon objectif d'être le meilleur combattant du monde. Donc si je peux avoir le titre derrière
ce serait top. Défendre le titre et ensuite l'UFC. Voilà. Ce serait bien en 2025 arriver à l'UFC et ce serait dans ma tête, je vois au moins peut-être 3 combats. 3 combats, donc ce combat-là et 2 encore à Arès. Voilà. Donc lui, après lui le titre et ensuite la défense, le titre. Voilà. Et tu es encore très jeune, il faut le rappeler, tu as le droit d'avoir encore de grandes ambitions. Ben oui, bien sûr. Et je travaille pour. Je suis très discipliné, je dédie toute ma vie à ça. Et voilà, toutes mes journées, c'est une journée de travail comme tous ceux qui ont leur métier et qui se lèvent le matin et qui donnent tout ce qu'ils peuvent et le lendemain rebelote. Donc voilà, j'ai envie que chaque fois que... Bah, du coup, c'est comme ça que ça se passe le combat. C'est les apparitions, c'est seulement où on voit les combattants, on voit pas trop ce qui se passe derrière. Et j'ai envie que chaque fois que je me présente dans la cage, que ça reflète vraiment tout ce que j'ai fourni comme effort. Voilà. Des remerciements à tous ceux qui me suivent et qui me donnent de la force sur les réseaux et même en face aussi. Et bah, ça me fait vraiment plaisir. Et puis bah, venez voir le combat. Je pense que ça va être quelque chose d'impressionnant et bah, à mon adversaire, bonne préparation et sois prêt pour le 14 juin à Arès. Voilà.